Bienvenue dans l'hebdo de François, toujours en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1, et toujours avec nos 4 éditorialistes que vous commencez par connaître, vous les avez découverts. Alors, Francis Taloupeau pour Africa numéro 1, bonjour. Bonjour. Nadir Djenad pour Beurre FM, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et puis Dominique Volton, chercheur, directeur de recherche au CNRS, bonjour. Bonjour. Et enfin, le journaliste qu'on connaît bien, Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Voilà, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle notre adresse mail si vous voulez nous envoyer des questions, des suggestions. C'est lebdofranço@rfo.fr. Je vous le répète, ça doit s'afficher sur l'écran. hebdofranço@rfo.fr. On commence tout de suite par cette déclaration de jeudi dernier du président des États-Unis sur un ton un peu alarmiste. George Bush vient de déclarer à l'adresse des dirigeants internationaux que s'il voulait éviter une troisième guerre mondiale, je cite, il fallait empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Alors, Nadir Djenad, j'ai envie de vous demander, c'est une posture diplomatique musclée ou c'est un pas supplémentaire réel vers un affrontement que beaucoup d'hommes et de femmes craignent? Alors c'est un discours musclé destiné en priorité à l'Iran bien sûr, mais aussi à la Russie. Et d'ailleurs sur ce point, ça rappelle un discours de guerre froide. Les États-Unis sont très mécontents de l'attitude du président russe Vladimir vis-à-vis de l'Iran. Oui, ils sont mécontents de l'attitude du président russe sur ce dossier. Le président Vladimir Poutine s'est rendu en Iran il y a quelques jours et il a notamment déclaré que Moscou n'acceptera pas une attaque militaire contre l'Iran. Donc les propos du président américain sont une réponse au président Vladimir Poutine. De plus, Vladimir Poutine s'est rendu en Iran dans le cadre d'un sommet des chefs d'État de la Caspienne. Donc les chefs d'État de la Caspienne, il y a la Russie, l'Iran, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, voilà. Et donc, ce qui a été déclaré à l'issue de ce sommet, c'est que il serait impossible donc pour un État qu'un État puisse donc autoriser sur son territoire une attaque venant d'un autre pays. Alors, Francis Taloupeau, l'attitude de Vladimir Poutine, est-ce que il n'y a pas une odeur de matière première ou de commerce avec l'Iran aussi qui se pose? Il y a plus qu'une odeur. Je pense que on sait que l'Iran est un des meilleurs clients de la Russie. Et je veux dire que les relations commerçantes entre la Russie et l'Iran sont quand même suffisamment importantes pour que Poutine ait aujourd'hui une position tout à fait affirmée dans cette crise iranienne. D'ailleurs, il y a quelques jours, Poutine mettait en quelque sorte George Bush en demeure de donner une date définitive, claire et nette du retrait des troupes américaines d'Irak. C'est vrai, Nadir a raison, il y a peut-être comme ça une sorte de pulsion nostalgique de la guerre froide, une sorte de remake comme ça. Et pour l'instant, je pense que les déclarations de George Bush sont essentiellement une guerre de mots, davantage que relié à une réalité, parce qu'on sait très bien qu'aucune configuration géopolitique aujourd'hui ne permet d'imaginer un affrontement entre l'Iran et les États-Unis. Cela est complètement impossible, mais la pression diplomatique, y compris la guerre des mots, même des rodomontades, peuvent peut-être influer, c'est ce que peuvent espérer aujourd'hui les acteurs de l'administration américaine sur les gouvernants iraniens. Il faut ajouter également que M. Bush est quand même à la fin de son mandat et qu'aujourd'hui, il a une marge de manœuvre de plus en plus étroite, en tout cas très réduite, pour engager quelque action énergique. On est plus aujourd'hui dans un mouvement de reflux, de retrait des Américains de l'espace géopolitique de cette région Iran-Irak, plutôt qu'une escalade militaire. Alors, vous me paraissez bien optimiste, mais après tout, Éric Zemmour, juste un petit mot. L'état de l'opinion américaine vis-à-vis de George Bush et de sa politique en Irak, on voit qu'elle se dégrade chaque jour. Alors, est-ce que cette déclaration a un but interne pour remettre en selle les républicains à la veille d'élections présidentielles, ou est-ce que c'est pas du tout cela, mais le fait que cet homme essaie, d'une façon ou d'une autre, d'aller jusqu'au bout de sa logique avec l'Iran? Votre question est difficile. Il y a toujours dans des déclarations des arrière-pensées politiciennes de politique intérieure et puis aussi des affaires plus sérieuses, si j'ose dire, de politique étrangère. Non, mais plus globalement, moi j'ai l'impression que pour l'instant les Américains ont tout faux dans la région, c'est-à-dire que ils ont quand même détruit le seul adversaire de l'Iran, qui était l'Irak. Ils ont détruit, et en plus ils sont en train de fabriquer une république islamique clone, si j'ose dire, de l'Iran, et de préparer. Donc bon, ça c'est un premier échec total. Maintenant, pour l'Iran, c'est une histoire encore plus compliquée.
a priori, au nom des principes, au nom de quoi on interdirait à l'Iran d'avoir une bombe atomique, alors que l'Inde là, le Pakistan là, Israël là, la France, l'Angleterre, après tout, c'est une vieille civilisation comme la nôtre, et on peut réfléchir à ça. Maintenant, l'argument en face, on le connaît. L'Iran menace Israël de la bombe atomique. Moi, d'ailleurs, je pense que, on parlait de rodomontade de Bush, je pense, enfin, je me trompe peut-être, j'ai pas de certitude évidemment, mais que c'est là aussi une rodomontade, ou plutôt, c'est du billard à 3 bandes. Je pense que l'enjeu pour l'Iran, c'est la domination sur le monde arabo-musulman. Et que c'est une guerre des mots. Volonté d'être un leader. D'être le leader. Et leur seul rival aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. De tout autre. Exactement. Et ils ont été débarrassés, comme je l'ai dit, par les Américains de l'Irak. Maintenant, ils veulent se débarrasser de l'Arabie Saoudite, qui est leur seul rival. Je pense d'ailleurs que l'Arabie Saoudite, elle, serait bien contente que les Américains, voire Israël, bombardent l'Iran. Je crois qu'en fait, cette bataille-là, c'est pour la domination du monde arabo-musulman. Et taper verbalement sur Israël, ça permet ça a toujours été une ancienne des dirigeants nationalistes arabes depuis fort longtemps. Ça permet d'avoir le soutien des populations, car dans cette région, depuis 40 ans, c'est d'ailleurs un des grands échecs du sionisme, l'Israël n'a jamais été accepté par ses voisins. Alors, Dominique Volton, un petit mot, puis ensuite Nadir Djenad. Alors, plusieurs choses. On dit que c'est un ton de guerre froide, mais c'est vrai que c'est à s'y perdre, parce que pour une part, c'est vrai, mais en même temps, et quasi simultanément, on voit l'entente entre les États-Unis et la Russie sur d'autres domaines. Donc on se dit, mais finalement, on revient à une séance antérieure. On peut pas passer d'une volonté de coopération et de redistribuer le monde à un retour. Donc ça, c'est un premier facteur de difficulté de compréhension. Deuxièmement, ce qui se joue dans la région, il faut quand même bien rappeler que les Iraniens ne sont pas des Arabes, ce sont des Perses. Donc il y a un grand conflit depuis toujours entre les Turcs, les Iraniens, les Perses et les Arabes. Et au milieu, on introduit le jeu d'Israël. Donc ça veut dire que c'est très compliqué. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'après la fin de Est-Ouest, 1990, en fait, pour comprendre ce qui se passe, il faut revenir à l'histoire, quasiment avant 1917, pour s'apercevoir ce qui se rejoue. C'est pour ça que c'est formidable l'histoire et la culture, parce que ça ressort toujours, c'est comme l'inconscient, si je puis dire. C'est qu'en définitive, on retrouve des forces géopolitiques qui naturellement sont marquées par la mondialisation, naturellement par Est-Ouest, mais aussi par des jeux très anciens entre la Turquie, les Perses, le monde arabo-musulman et Israël au milieu. Donc c'est ça qu'il faut qu'on change notre grille de lecture, il faut qu'on la rende plus complexe culturellement. Et dernière chose à dire, pour montrer les limites de la politique occidentale dans cette région, depuis 50 à 60 ans, c'est qu'il y avait 3 alliés laïques. Parce que le fondamentalisme religieux, il survient tout de même après un effondrement des modèles nationalistes et des modèles démocratiques. Et aussi des modèles laïques. Alors, les 3 modèles laïques, c'était... Oui, socialistes. Alors, la nation arabe n'a pas marché, le socialisme arabe n'a pas marché, mais il y avait 3 pays qui étaient à vocation laïque, la Turquie, bien entendu, l'Irak oui, et la Syrie. Et le monde occidental, qui aurait pu s'accrocher à cette logique, non seulement n'a pas suffisamment valorisé l'islam comme grande religion, ça c'est clair, c'est un des contentieux qui existe entre le monde occidental et le monde islamiste, on l'a pas suffisamment valorisé depuis la chute de l'Empire ottoman en 18, et d'autre part, on n'a jamais tenu compte de l'importance de la poussée laïque qu'il y a eu, en gros, entre 1920 et 1970-80. Et donc, du coup, d'une certaine manière, on n'a pas de vision géostratégique, on retrouve l'histoire et la culture qu'il va falloir gérer, et on n'a pas non plus de compréhension très fine des rapports entre laïcité et culture. Et tout se rejoue sur sur l'Iran, qu'on a tendance à minorer, et comme vous disiez les uns et les autres justement, au nom de quoi n'aurait-il pas la bombe atomique, quand Israël l'a depuis très longtemps, que le Pakistan l'a, l'Inde l'a, etc. Donc on est, si je puis dire, si on veut s'en sortir, c'est à la seule condition de prendre ces peuples pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des peuples très intelligents, très sophistiqués, et arrêter de jouer aux gendarmes. En même temps, Nadir Djenad, qui voulait la parole, en même temps, je crois que le président actuel de l'Iran fait peur, et que certaines de ses déclarations mettent... Pour Israël, l'Iran est toujours allié de l'Israël. En réalité, sous le discours. Nadir Djenad. Ce qu'on peut dire, c'est vrai que les propos du président iranien Ahmadinejad sur Israël sont inacceptables, mais de l'avis de la plupart des experts qui travaillent sur l'Iran depuis de longues années, ce sont des propos destinés à détourner l'attention des Iraniens sur les vrais problèmes qu'ils rencontrent, à savoir les problèmes économiques et sociaux. Rappelez-vous, quand Mahmoud Ahmadinejad a été élu en 2005, il a été élu sur la promesse de résoudre les problèmes économiques et sociaux, et de l'avis de tous, il a échoué. De plus, Ahmadinejad est contesté en Iran. Le 8 octobre dernier, il y a eu une manifestation d'étudiants devant l'université de Téhéran. Ils scandaient des slogans hostiles au président iranien. Et lors des élections de décembre dernier, les partisans d'Ahmadinejad ont perdu la plupart des grandes villes, dont Téhéran.
Ahmadinejad a été maire de Téhéran avant de devenir président de l'Iran. C'est un bon rappel. Un mot simplement, Salopou. Francis, 30 secondes simplement pour me Alors, faire l'avocat Eric, vous brûle la politique, Vraiment 30 Francis. secondes, Francis. Éric Zemmour. Pour me faire simplement l'avocat du diable, parce que je déteste ces comparaisons-là et ça m'énerve quand on les fait. Mais comme personne ne le fait, je tiens à dire quand même que les partisans les plus enfiévrés de l'intervention contre l'Iran disent qu'on disait la même chose d'Hitler, qu'on disait qu'il ferait pas son programme, etc. Il faut tenir compte de ça. Moi, je vous dis, c'est un argument que je n'utilise jamais parce que ça m'exaspère, mais il faut savoir que cet argument est sur la table aussi et qu'on dit on le prenait pas au sérieux et il a quand même fait son programme, donc le président iranien. Ce que dit Eric est intéressant. Non, mais il voilà, ne le prend pas à son compte. Francis Cet Salopou. argument, effectivement, est Il intéressant. existe, donc il faut le prendre, parce que comme je voyais que personne ne le prenait, Il faut le prendre en compte, sauf qu'il faut aussi répondre qu'il faut savoir raison garder. Mais Parce bien que sûr, je suis d'accord. L'histoire ne bégaye pas, et je pense que la situation aujourd'hui... Et d'autre part, le discours américain aussi, il est terrible. Bien sûr, bien sûr. Dominique Volton. Attendez, s'il vous plaît. Jusqu'ici. Dominique Volton avait raison de souligner quelques simplismes dans le regard qu'on peut porter sur l'Iran de l'extérieur. C'est vrai qu'on oublie souvent qu'il s'agit d'une nation de Perses et que c'est une réalité dans cette région et que sur un certain nombre de points, en termes de stratégie sous-régionale par exemple, l'Iran est beaucoup plus proche objectivement d'Israël. Mais depuis toujours. Depuis toujours. Dominique Volton. Et pour finir, juste un détail pour rebondir sur ce que disait Nadir, c'est vrai que certains aspects, de nombreux aspects du discours du président iranien peuvent choquer, mais il faut tenir compte aussi de la dramaturgie interne que sert ce discours. Mais nous sommes aussi dans une époque où tous les discours ont une dramaturgie de plus en plus radicalisée. Nous avons d'un côté le président Bush qui s'appuie quand même sur des forces religieuses absolument réactionnaires et mélangeant allègrement politique et religion, politique et spiritualité. Nous parlons du bien et du mal, et on sait très bien que quand la politique flirte avec les rationnels, attention danger, nous sommes effectivement là dans des moments sombres de l'histoire en général, enfin il faut être vigilant. On a de la part de M. Poutine aujourd'hui un désir de reconquête, un désir comme ça de la grande Russie qui se redresse. On va revenir sur la scène internationale. C'est légitime. Et la, Alors, c'est tout à fait légitime. oui. Et la grande différence qu'il y a entre Poutine et Bush, et Poutine en est de plus en plus conscient, c'est que Poutine a quand même lancé une sonde extrêmement originale et tout à fait surprenante il y a quelques jours, en indiquant qu'il allait devenir Premier ministre du prochain président, comme il peut pas se représenter à la prochaine élection. Il s'assoit sur la Constitution. C'est bien des rares fois finalement. qu'on voit effectivement dans l'histoire des nations un chef de l'État quitter le pouvoir et se positionner déjà d'emblée comme Premier ministre. Donc cela signifie qu'il a plus de temps que M. Bush pour faire avancer sa stratégie. Il a la maîtrise du temps si tout se passe comme il le souhaite. Moi, je voudrais qu'on en finisse sur ce sujet. Juste demander à Dominique Volton qu'il éclaire un peu, parce que je l'ai vu opiner, sur ce que disait Francis Salopou, que les téléspectateurs ont peut-être un peu de mal à comprendre, une connivence entre l'Iran et Israël. Des alliances objectives. Alors, en quelques mots, parce qu'on va essayer de parler la suite. Je vais parler de 3 dates, je vais finir par les 3 dates, pour montrer l'intelligence extraordinairement accumulée qu'il y a dans cette région du monde. C'est que la connivence, c'est que dans le conflit israélo-arabe, en définitive, il y a un jeu de bande, c'est-à-dire que, a priori, tout le monde est contre Israël, mais en réalité, dans les alliances secrètes, y compris militaires, il y a toujours eu un lien entre les Iraniens et Israël. C'est pour ça que la parole antisémite proférée par le président... On n'y comprend rien, le président dit destruction Oui, d'Israël. Alors, pour le commun des mortels... C'est ce qu'on appelle le double discours. C'est pour la conquête Voilà. des foules arabes. Par contre, c'est vrai que les Iraniens, dans la hiérarchie culturelle et les racismes mutuels qui existent partout dans le monde, ont tendance à se croire plus proche de l'intelligence des Israéliens que de l'intelligence du monde arabe, ce qui est effrayant, mais c'est comme ça. Je voulais rappeler 3 dates pour montrer l'intelligence accumulée qu'il y a dans cette région. Et le fait que les Occidentaux, c'est quand même en Mésopotamie, donc on Tigre et l'Euphrate, ont été inventées les villes et l'écriture il y a moins 5000 ans. Ensuite, on retrouve les traces d'écriture en Perse, moins 3500 ans. Ensuite, on retrouve ça en Égypte, moins 2500 ans. Donc ça veut dire que, pour l'instant, c'est la région du monde où il y a eu la première accumulation d'intelligence, de construction des villes et de construction des alphabets. Donc vous imaginez bien que quand on revoit les conflits qu'il y a là depuis 50 à 70 ans, il faut qu'on fasse attention parce que tous ces gens-là sont tous sauf idiots. Et je trouve que le monde occidental, de temps en temps, il va trop dans le simplisme. D'accord. Alors, Nadir Djenad, en un mot, parce que je vois qu'on va pas quitter la région, vous allez voir. Pour répondre mais vite. à Éric Zemmour sur ce que vous disiez tout à l'heure, en Iran, le président de la République a très peu de pouvoir. Le vrai chef, c'est le guide de la révolution. Et on n'a pas entendu le guide de la révolution s'exprimer contre Israël. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il y a des luttes. Je pense qu'il y a des luttes aussi internes. Ils ont le droit aussi d'avoir des luttes politiques. Il y a des luttes intestines dont on ne voit pas forcément les tenants et les aboutissants comme Chez partout. nous, non, tout est plutôt harmonieux. Oui, chez nous, tout est plutôt harmonieux. On y reviendra tout à l'heure. On quitte pas tout à fait les régions. On va aller au Pakistan. Il y a quelques jours, Benazir Bhutto, qui a été Premier ministre du Pakistan, est revenu chez elle à la demande du président Musharraf. Le
lequel a subi quelques pressions, on le pense, des États-Unis pour ce retour qu'il ne souhaitait sûrement pas comme cela. Et malheureusement, le retour de Benazir Bhutto a donné lieu à deux choses. Une manifestation de plus de 250 000 Karachi pour l'accueillir, mais aussi un attentat qui la visait, qui a échoué, mais qui a quand même fait 130 victimes au moins. Alors, Dominique Volton, j'ai envie de vous demander, est-ce que le Pakistan, c'est le maillon faible dans cette région par rapport aux alliances passées avec les États-Unis? Parce que le Pakistan est officiellement un allié des États-Unis. Vous voyez qu'on ne quitte pas vraiment le sujet qu'on vient de traiter. Alors, c'est ce qu'on dit actuellement. Alors, pourquoi c'est plus compliqué à contrôler le Pakistan que l'Arabie Saoudite, par exemple, qui est aussi un allié des États-Unis? C'est que dans un cas, vous avez un régime féodal extrêmement fermé et avec peu de population. Et dans le Pakistan, vous avez deux choses. Vous avez une 160 millions d'habitants. Et vous avez une guerre avec l'Inde, qui est quand même un facteur de tension énorme. Une démocratie qui n'a pas réussi à s'installer, contrairement au modèle indien. Et des pressions qui sont très fortes à la fois sur un pouvoir militaire et sur la poussée islamiste qui s'est mis là effectivement comme un endroit de faiblesse. Mais ce qui se joue dans l'islamisme qu'il y a là, comme toujours, il y a des causes historiques. L'islamisme ne peut s'installer que quand il y a des conditions favorables. Et les conditions favorables, c'est quand même quand l'Occident s'est montré de manière assez brutale qu'il n'y a pas de démocratie, qu'il y a des fortes inégalités sociales. Et donc, par conséquent, c'est là-dessus que le régime, religieux peut prendre. Donc, c'est toujours la même leçon. Il faut respecter les peuples, il faut respecter les cultures, il faut faire un minimum de réduction des inégalités, il faut introduire progressivement de la démocratie. Je ne dis pas que ça interdit. Sinon, tel un coin, l'islamisme radical s'enfonce dans le coin. On a le même problème sur le Maroc, on a le même problème sur des tas de pays dans le monde. Nadir Djenad. D'autant que l'enjeu, c'est l'Indonésie après-demain, qui est un immense pays avec d'immenses cultures, dont on ne fait pas suffisamment attention à sa fragilité, alors même que c'est une alliance formidable entre l'hindouisme et l'islam. On va en reparler, mais avant, je voudrais confier sur le Pakistan. Nadir Djenad, d'ailleurs, l'attentat n'a pas été revendiqué et on ne sait pas qui sont les commanditaires. Oui, Certains disent services secrets. Pour l'instant, non. D'autres disent proche d'Al-Qaïda, on ne sait pas. Il n'a pas été revendiqué, effectivement, pour l'instant, mais Benazir Bhutto est rentré au Pakistan pour diriger son parti, en fait, le parti du peuple pakistanais lors des prochaines élections parlementaires en janvier. Et en cas de victoire, elle deviendrait Premier ministre. C'est-à-dire qu'on aurait un attelage d'un président qui est venu grâce à un coup d'État, mais qui vient d'être président, et Benazir Bhutto. Et Benazir Bhutto. Ça, bien entendu, les extrémistes ne le veulent pas. Benazir Bhutto a reçu de nombreuses menaces de mort. Mais c'est vrai que le Pakistan est aujourd'hui devant un dilemme. Donc, il est, on l'a vu effectivement, il est attaché donc à l'islam, mais aussi à sa tolérance historique, donc au fondamentalisme, mais en même temps à son alliance avec les États-Unis. C'est pour ça que donc il y a de nombreux attentats depuis plusieurs mois dans ce pays. Alors, Éric Zemmour. Une chose rapide, c'est que Musharraf, d'après moi, je suis pas un expert, mais j'ai cru comprendre qu'il jouait depuis des années double jeu entre d'une part son alliance avec les États-Unis, d'autre part ses tolérances, pour ne pas dire plus, vis-à-vis des islamistes. Je marque une parenthèse, Éric. Je marque une parenthèse. Est-ce que c'est une tolérance double jeu volontaire ou est-ce que c'est face à un pays où l'islamisme est important? Je vous laisse. Non, mais c'est pas à moi d'en juger, mais moi je dirais double jeu. Maintenant, vous pouvez avoir raison. Je n'ai pas de certitude. Je n'ai pas de certitude. D'accord. On peut en discuter. Non, mais je suis pas obligé. J'ai pas des certitudes sur tout. Là-dessus, j'avance très doucement. Oui, bien sûr, parce que je suis pas un expert, donc j'essaie de comprendre et tout. Bon. Deuxièmement, plus profondément, on a parlé de islam, islamisme, démocratie, etc. Je crois qu'il faut faire. Alors là, on parle d'histoire. Ça m'intéresse. Le sujet m'intéresse évidemment. Comment la démocratie est née en Europe? Elle est née dans l'arrachement, premièrement, du pouvoir politique à la tutelle de l'Église. C'est de Philippe le Bel jusqu'à nos rois les plus récents. Elle est née ensuite dans la coupure de la laïcité entre la société et l'Église, de nouveau. 1905, donc à chaque fois, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'État avait déjà commencé. L'État s'était arraché. C'est la fameuse histoire, vous savez, de l'envoyé de Philippe le Bel qui met une claque au pape, et le pape en meurt une semaine plus tôt. On est au XIIIe siècle. Plus tard, pardon. On est au XIIIe siècle. L'islam n'a jamais connu cette histoire-là. Et donc, quand il y a aujourd'hui une crise qui est à la fois démographique, parce que je pense qu'il y a un problème de surpopulation dans tous ces pays-là. J'y tiens, oui, non, ça, c'est l'ancienne. On va laisser finir. On va laisser Éric Zemmour développer son. Je pense que la démographie est une composante essentielle de l'histoire. On va laisser Éric Zemmour terminer son raisonnement. Deuxièmement, une crise économique.
une crise dans la mondialisation. Ces États sont jetés dans la mondialisation et l'État, justement, ne peut plus jouer son rôle social. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme au Moyen-Âge, en Europe, c'est les églises, donc l'islam, qui jouent le rôle social à la place d'un État qui est complètement débordé. Et quand elle joue un rôle social, elle joue un rôle politique. Elle opère la charité. Mais c'était l'Église. Principales missions de l'Église, bien sûr. Et comme il n'y a jamais eu de rupture, c'est encore plus facile dans l'univers musulman. Et moi, je pense que l'islamisme naît de ça, profondément. Bon, alors, on fait un tour de parole puisque tout le monde veut. Dominique Volton, ensuite Francis et enfin Nadir. Il y a deux choses. On essaie d'aller un peu vite. Oui, Hein. deux choses sur l'argument que vient de développer Éric Zemmour. Il faut faire attention à ne pas faire d'occidentalisme, c'est-à-dire l'histoire politique européenne, elle s'est faite avec la construction de l'État-nation, etc. Il n'est pas certain du tout, quand on fait du comparatisme international, que cette forme d'organisation politique qui a fait énormément de guerres chez nous, mais qui a quand même été une des conditions de la structuration, doivent se retrouver de la même manière dans d'autres régions du monde. Vous avez des tas d'organisations politiques. Autrement dit, si on veut vraiment que la mondialisation Pas ait un sens, d'ethnocentrisme politique, il faut absolument disons. qu'on admette le comparatisme et qu'on voit comment d'autres formes historiques ont eu lieu. Non pas qu'il n'y ait pas des problèmes communs, il y a des problèmes communs, mais peut-être que les manières de résoudre ne sont pas exactement les mêmes et les rapports entre État, nation, religion, société ne sont pas forcément les mêmes. Bon, ça c'est la première chose. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'ils réagissent pas comme nous, c'est tout Oui, ce que je disais. et la deuxième chose, du coup d'ailleurs, c'est ce problème classique de la mondialisation, ça nous oblige à avoir, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est obsédant, de plus en plus de culture et de connaissances pour comprendre les autres et ne pas les plaquer sur nos catégories historiques. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que ce qui se joue là, c'est un affrontement de puissance. Et on voit très bien que l'Europe, qui a plus de compétences intellectuelles pour décoder ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient, parce que nous avons été des puissances coloniales, pas parce que nous avons une culture, là, on voit un des effets négatifs de l'absence, pour le moment, de l'Europe sur la scène diplomatique, c'est que certes... Les Américains ont une profonde méconnaissance de la région. Une profonde connaissance historique, culturelle. Et du coup, si l'Europe était capable d'intervenir plus en n'étant pas une superpuissance, mais en faisant le lien entre l'histoire, la culture et la politique, ça permettrait de desserrer les taux et probablement d'éviter un certain nombre de haines. Voilà. Donc le jour où l'Europe sera plus présente comme puissance diplomatique, elle réintroduira de l'histoire, qui est quand même un des moyens pour éviter la haine. Francis Laloupeau, vous pensez que l'Union européenne peut faire quelque chose avec le Pakistan? Dominique. Laissons la parole à Francis. Est-ce qu'on peut souligner simplement que ce qui vient de se passer au Pakistan souligne une fois de plus l'échec de la politique qui est menée par Bush et ses alliés depuis le 11 septembre 2001. Expliquez-nous, parce que je vois pas bien le rapport. Non, parce qu'il était question que le monde d'abord devienne plus sûr, et le monde est beaucoup moins sûr. Ah oui, ça c'est sûr. C'est Enfin, il est sûr qu'il n'est pas sûr. Je pense que c'est Ça, c'est du Raymond Devos. c'est une évidence. Bon. Alors, ce qu'il faut surtout dire, c'est que nous avons affaire quand même, je veux dire, au constat suivant. Quand M. Bush a décidé donc de riposter aux islamistes après le 11 septembre 2001, il partait d'un postulat simple, voire même simpliste, c'était de transposer la démocratie dans des pays comme l'Irak, et puis en Afghanistan, et au-delà. Nous avons là quand même le degré zéro de la lecture du protocole politique. Alors, il faut peut-être reconnaître aujourd'hui simplement que tous ces soubresauts, alors Eric parlait évidemment de la question islamiste, relayée par Dominique. Nous avons au fond, simplement aujourd'hui, je crois qu'il est devenu urgent, de reconnaître simplement que l'approche que l'on a eue, il y a 5 ans ou 6 ans, de ce problème islamiste, qui au fond soulignait la crise des États, on peut toujours revenir, est une approche qui n'a pas fonctionné. Il n'y a pas d'orgueil politique à avoir de ce point de vue-là. Il faut mettre en place un protocole de lecture, un protocole politique de résolution de cette opposition aujourd'hui, entre des groupes qui se disent groupes religieux, enfin qui se revendiquent en fait d'une forme de spiritualité, face aux États classiques. Qui se revendiquent même d'Al-Qaïda très précisément au Pakistan. C'est une réalité à laquelle nous avons à faire face depuis la fin de la guerre froide. C'est une réalité forte et dure, et il n'y a pas aujourd'hui en fait les outils nécessaires pour pouvoir aborder cette question-là, c'est-à-dire que ce groupe qui s'est aujourd'hui dressé contre les États, et qui remet en cause d'abord le monopole de la violence détenu jusqu'à présent par les États, et qui remet en cause la légitimité des États. Donc aujourd'hui nous sommes dans une crise profonde des États, et il faut que ces États-là, qui sont encore aujourd'hui reconnus par les peuples comme étant ceux détenant la légitimité, puissent simplement, humblement, mettre, je veux dire, tout à plat et inventer un protocole de lecture, un protocole de réponse à ces groupes aujourd'hui qui ont surgi face à eux et qui aussi revendiquent une forme de légitimité. Le seul problème, Nadir, c'est par rapport à ce que dit Francis, c'est peut-être aussi que ces États, pour beaucoup, sont corrompus et ont une très mauvaise réputation, hélas, souvent justifiée. Oui, effectivement. C'est un des problèmes majeurs, bien sûr. Effectivement, mais ce que je
voudrais rajouter, ce que je voudrais rajouter, ce que je voudrais rajouter, c'est que Attendez, on va laisser Nadir. Ce que je voudrais rajouter, c'est que les musulmans sont les premières victimes de ces violences. On l'a encore vu au Pakistan, donc avec un bilan de plus d'une centaine de morts, qu'il faut éviter bien sûr de faire l'amalgame entre musulmans et islamistes. Donc les musulmans dans leur grande majorité sont pacifiques et il y a une minorité donc extrémiste qui se revendique de l'islam. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame. Oui. Il y a des millions et des millions de musulmans. Mais de toute façon, il y a pas de millions de terroristes. la guerre, elle est d'abord au sein de l'islam, on est bien d'accord. Voilà. Mais comme toutes les guerres. Les premiers morts sont musulmans. Toujours. Mais c'est normal, parce qu'elle est pour la domination du monde musulman. Elle est au sein de l'islam, et comme l'islam n'est pas seul dans le monde, l'islam est en relation avec le reste du monde, et le reste du monde, notamment le monde occidental, n'est pas sans responsabilité sur les conditions de naissance. Je crois que tout le monde partage votre point de vue. Non, mais c'est très important à rappeler. Il faut le dire simplement qu'il s'agit simplement, pour être précis, de groupes politiques qui instrumentalisent la religion. La religion, mais aussi la misère. Mais la religion est toujours instrumentalisée, pardonnez-moi. Alors, on reviendra au débat sur, on reviendra au débat sur la religion instrumentalisée en général ou non. Ça nous occupera un jour parce que je pense que c'est un vrai débat. Je voudrais qu'on continue un petit peu, parce que on n'est pas en avance sur tout ce qu'on a abordé. Cette semaine, c'est très abondant, l'actualité. Je suis désolé. Je voudrais qu'on s'approche un peu de la France, même si on est aux antipodes de l'Hexagone. Il y a une visite qui vient de se dérouler en Nouvelle-Calédonie, c'est celle de notre ministre de l'Outre-mer, de notre secrétaire d'État à l'Outre-mer, Christian Estrosi. Et le bilan de sa visite est un peu mitigé, puisque le haut commissaire, le haut serre, comme on dit là-bas, qui est en fait un super préfet, Michel Mathieu, a démissionné à la suite de sa visite, puisque ledit haut commissaire a refusé de disperser une manifestation de l'USTKE, le syndicat des travailleurs kanaks, là-bas. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister, après cette visite, à de nouveau des tensions entre les communautés, ou c'est un épiphénomène, Dominique Volton? Mais la question de fond qui est posée pour les Outre-mer, c'est qu'il faut de la culture politique pour aborder ces territoires, et que la Guyane... Vous êtes en train de nous dire que Christian Estrosi je suis factuel. On ne peut aborder ces territoires, c'est pas parce qu'on est secrétaire d'État ou ministre, peu importe selon les moments, que le pouvoir politique suffit. Étant donné que ce sont des terres de conflit, des terres d'affrontement d'identité, et particulièrement sur la Nouvelle-Calédonie, on a quand même été à 2 doigts de la guerre civile. Donc, si vous voulez, on est toujours dans l'éternel problème du rapport entre culture et politique. Pour faire de la politique, il faut de la culture. Donc, c'est-à-dire, quand on arrive sur place, il faut avoir des connaissances des dossiers, et en plus, si vous voulez, comme la rotation des ministres est forte, la plupart des dossiers est forte et rapide, je veux dire, la plupart des dossiers sont dans le temps. Donc, on a une espèce d'enchevêtrement complet. Donc, si on veut, il faut d'abord faire que la France et l'État soient respectés. Et c'est pas en disant qu'il faut respecter l'État, il faut s'apercevoir du coup, il n'a pas été respecté. Et pendant combien de temps l'État ne s'est pas fait respecter? Et comment la France ne s'est pas respectée? Parce qu'il y a 2 policiers qui ont été blessés lors des manifestations. Je le sais, mais quand on arrive après une histoire, par exemple, assez tragique comme en Calédonie, moins tragique en Polynésie, mais assez violente aussi, ou même en Guyane, ou même en La Réunion, et qu'on veut réaffirmer le rôle de l'État, il faut que l'État soit impartial, que l'histoire montre qu'il est donné l'exemple, qu'on tienne compte aussi des identités politiques et culturelles qui sont sur place, et qu'on se rende compte que c'est de la dentelle politique autant que chez nous. Et même si les mots sont pas les mêmes. Donc si on fait pas ça, eh bien on peut à chaque fois remettre le feu aux poudres, et à ce moment-là, c'est violent parce que ce qui est en cause dans ces Outre-mer, j'en ai pour une seconde, c'est la gestion de la diversité culturelle. Est-ce que oui ou non une république comme la France est capable de faire de la politique dans ces 10 collectivités territoriales, moi pour lequel je suis un fervent partisan depuis longtemps, mais on ne peut y faire, on ne peut les intégrer dans la collectivité française. Des spécificités. Bien sûr, et en faisant que la France hexagonale soit capable de s'enrichir de ce que représente cet aller-retour. Alors, Nadir Djenad, plus précisément sur la Nouvelle-Calédonie et sur la visite, vous partagez le sentiment de Dominique Volton, Christian Estrosi a péché par ignorance, disons. Oui, peut-être, mais en tout cas, ce qui est en jeu concernant la Nouvelle-Calédonie, ce sont les accords de Nouméa. Donc le FLNKS reproche à Christian Estrosi son ambiguïté concernant ces accords. Il a fallu que le Premier ministre François Fillon lui-même rappelle donc la nécessité, le soutien du gouvernement dans ces accords. Alors, qu'est-ce que c'est que les accords de Nouméa? Donc, ils ont été signés en 1998, si je me trompe. 88. Non. 98. Ah oui, la deuxième. Le deuxième en 98, en effet. Il faut rappeler que le premier, c'est à la 88 avec Rocard. Voilà. Et le risque de 88 avec Rocard. Chiraou ensuite. Voilà. 98 avec Jospin. Voilà. Et donc ces accords. On avait raison tous les deux. Ces accords stipulent plusieurs choses. D'une part, qu'il y a un transfert de
qu'il y a un transfert de certaines compétences entre l'État Transfert de et compétences, et la Nouvelle-Calédonie, mais surtout, il y aura l'organisation d'un scrutin d'autodétermination, soit indépendance ou maintien dans la République française. Ce scrutin est prévu entre 2014 et 2019. Autant dire demain. Voilà, et donc je ne suis pas sûr que certains élus de droite locaux, mais même certains élus de droite de métropole, acceptent l'idée de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. C'est quand même. Voilà. Alors c'est Éric quand même- Zemmour, et Non, ensuite excusez-moi, Francis je n'ai pas grand-chose à dire. Éric Zemmour n'a pas grand-chose à dire sur le sujet. Pour me faire- On le marque. On le marque d'une pierre blanche. J'écoutais les déclarations précédentes, ça m'intéressait, et je voulais simplement dire, mais c'est la suite de ce que vient de dire Nadir, la question qui reste posée, et qu'a posée Estrosi, malgré une certaine ignorance sans doute du sujet. Là, Volton a raison, ils enchaînent tellement vite, les ministres, il reste tellement peu de temps sur ces dossiers-là, surtout sur ces dossiers-là, qu'ils n'ont pas le temps vraiment de s'imprégner de tout ça. C'est très probable. C'est tout ce qu'on considère qu'il n'y a pas beaucoup de légitimité. C'est ça qui est Absolument. important. Non, Voilà, je on suis considère que d'accord. n'importe qui Mais- peut très vite devenir secrétaire Absolument, d'État. Et c'est pas absolument. vrai. Alors d'ailleurs, je tiens à préciser d'ailleurs ça, je le dossier, sais, en il ne voulait pas Ouais. devenir. Il ne voulait pas de l'outre-mer. Il ne voulait pas de l'outre-mer, il avait d'autres choses en vue et il ne les a pas eues. Et donc Sarkozy, non mais il ne voulait pas être ministre non plus dans ce cas-là. Et Sarkozy lui a un peu forcé la main. Je peux vous dire que j'ai assisté à... D'accord, bon, fait bon. Bon, on connaît les sous d'écart. Oui, non, Non, mais c'est très bien. Non, Très bien, on non, connaît parce que les dans la vie, il y a sous-écarts. beaucoup de gens qui font pas Il voulait pas, mais il l'a On est fait. d'accord, on est d'accord. Mais Dans la vie, on est beaucoup à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Voilà. Je suis pas en train de Après, on assume. J'espère que c'est pas le m'excuser. cas quand vous êtes ici, Dominique. Je suis pas en train de Ah. m'excuser, je suis en train d'essayer d'expliquer le contexte. C'est tout, psychologique. C'est important puisque vous avez dit très pertinemment que la personne du ministre n'était pas négligeable dans cette histoire. C'est tout. Par ailleurs, la vraie question, et là Nadir a raison, ça reste indépendance, pas indépendance. C'est quand même la question finalement. On aura tourné autour du cou pendant 20 ans et il faudra quand même qu'on finisse par Par la donner, régler. voilà, par donner une On ne réponse. sera jamais réglé définitivement. Alors, Bah, bon, il bon. faudra bien finalement la régler. Attendez. Bien sûr. Francis Laloupeau veut dire un mot. Non, Et juste- puis on va essayer d'avancer parce que j'ai une autre question sur la Calédonie très rapide. On va essayer d'avancer. En fait, je vais aller très vite. Je tiens simplement que le président Sarkozy a repris ce dossier en main, vu la gaffe de Monsieur Estrosi. Mais c'est pas de l'ignorance, je pense. Je pense que il s'agit simplement, ça relève davantage d'une forme de désinvolture. Parce que quand on fait ce genre de voyage, ce sont des dossiers qui se préparent. Non, Je non, conseille mais quand même. Estrosi n'est pas un désinvolte. Non, je ne dis pas. Mais non, mais On est content de savoir que Il a d'autres défauts. Éric Zemmour, Non, mais le problème n'est pas de juger Monsieur Estrosi. Est-ce qu'on laisserait finir Francis Laloupeau? Est-ce qu'on laisserait finir Francis Laloupeau? Éric Zemmour est dépositaire du profil psychologique de M. Estrosi. C'est pas mon ah bah cas. ici, je suis le seul à le connaître un petit peu. Il y a des millions de Français qui ne connaissent pas Monsieur Estrosi. Absolument, il s'en porte pas plus mal. d'ailleurs. Bah, écoutez, je pense que même pour lui, ça finirait par être gênant. On va laisser Francis Laloupeau s'exprimer. Je pense qu'il était bon que le président Sarkozy rappelle là que la politique qui est menée aujourd'hui par son régime s'inscrivait intégralement, entièrement et scrupuleusement dans les accords de Nouméa de 98. Je pense que les choses sont claires. L'État a réaffirmé Voilà, sa pérennité voilà, je pense dans que cet accord. De ce point de vue, je pense que le président Sarkozy a fait, je pense, a dit les mots qu'il fallait dire pour amener le calme. Simplement, vous parlez d'indépendance. Il y a un mot dont on ne parle plus beaucoup, en fait, qu'on n'emploie plus beaucoup quand on parle de Nouvelle-Calédonie. Il faut dire quand même, il faut pas oublier le parcours extrêmement difficile qu'il y a eu entre 88 et 98. Un parcours très très compliqué, très complexe, où il a fallu faire appel à monsieur, je sais plus très bien, d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire. Christian, monsieur Alain Chrisnard, peut-être? Non, celui qui a fini par, initier le concept d'indépendance association. Pisani, Edgar Pisani. Edgar Oui. Pisani, justement. Et ce concept qui a pu, à un moment donné, calmer le jeu en Nouvelle-Calédonie, n'a jamais pu été repris comme s'il fallait simplement, comme s'il y avait une sorte de pudeur comme ça, ou de retrait par rapport à ce mot. Et le danger serait au fond d'appliquer en Nouvelle-Calédonie une politique, je dirais, De courte mémoire. De courte mémoire, tout à fait. De courte Voilà. mémoire. Parce que les accords existent, il y a un chronogramme, il y a un calendrier qui est posé. On ne pourrait agir en dehors de ce calendrier-là, parce qu'il y aurait toujours des groupes en Nouvelle-Calédonie qui viendraient de temps en temps rafraîchir la mémoire à l'État et à pour ses engagements. Signalons, bon, Dominique, mais très vite, parce tout à fait. que... La France ne peut être respectée sur place, dans l'ensemble des territoires d'outre-mer, ou des COM, peu importe, que si jamais l'État est capable de lui-même respecter l'histoire et les engagements. Et on ne peut pas coincer des peuples ou des majorités ou des... moins qu'ailleurs, faut faire de la magouille et de la mémoire courte, voilà. Bon. Parce que sur place, c'est ça, C'est un message clair. Je rappelle quand même que pour calmer les tensions, ça tombait bien. L'usine du Nord
de nickel en Nouvelle-Calédonie est confirmée. Il faut savoir que la province Nord est entre les mains des indépendantistes et que cette usine de Nord est quelque chose auquel on tenait beaucoup dans cette province Nord. Bon, on s'approche de l'Hexagone cette fois. On aborde la grève de jeudi, qui était une grève assez suivie, assez fortement suivie. Et on peut se demander pourquoi une telle réaction sociale face à la remise en cause des régimes spéciaux de retraite. Est-ce que c'est la méthode de négociation ou le fond de la réforme qui est remise en cause, Éric Zemmour? Moi, je vous dirais, je pense que c'est un coup pour voir. De la part des syndicats? Oui, c'est-à-dire que j'ai l'impression, alors, je vous dis, j'ai l'impression que toute la classe politique, socialiste et droite mêlée, sont d'accord à peu près pour réformer les régimes spéciaux. Moi, j'ai l'impression que, vous savez, le fameux mot de Rocard, les retraites globalement, hein, il y a de quoi faire sauter 10 gouvernements. J'ai l'impression que les gouvernements l'ont prise à l'envers. C'est-à-dire que c'est comme si depuis 10 ans, chacun faisait une petite part de son boulot. Vous voyez, les socialistes, la droite, etc., chacun réforme un petit peu, un petit bout. Là, Sarkozy s'est pris aux régimes spéciaux 12 ans après la tentative avortée de Juppé. Premièrement. Deuxièmement, j'ai l'impression que les syndicats eux-mêmes, alors je pense que la CFDT, par exemple, est au fond assez favorable à cette réforme, mais qu'elle veut effacer son image de jaune, qu'elle a de jaune entre guillemets évidemment, qui en tout cas c'est comme ça qu'elle a été vue par beaucoup de gens, puisque je crois que à la SNCF vous par exemple, permettez pas de la qualifier comme ça, mais c'est comme ça qu'elle a été vue par pas mal de gens. J'ai lu qu'elle avait perdu 65% d'adhérents. Oui, certains sont allés dans les syndicats depuis 95 et depuis 2003. C'est vrai. Voilà. C'est vrai que la CFDT a eu quelques soucis dans son image. J'ai dit à la SNCF. Oui, j'ai dit à la SNCF. Il faut extrêmement spécifique. Bien sûr, j'ai dit à la SNCF. Bon, donc, troisièmement, oui, c'est très compliqué, je suis d'accord. On se résume. La représentativité syndicale, voilà, j'ai l'impression aussi que les syndicats ont appelé à la grève pour ne pas être débordés par leurs troupes. Donc pour montrer qu'ils étaient contrôler là, la situation. Pour contrôler, pour ne pas être débordés par des troupes plus virulentes, voilà. Et que donc pour l'instant on est un peu dans l'expectative et j'ai l'impression que c'est une sorte de baroud d'honneur, parce que entre Juppé aujourd'hui, je finis là-dessus, entre 95 et aujourd'hui, il y a eu une évolution, c'est que tout le monde a compris, et d'ailleurs la plupart des Français ont vu la durée d'allongement être mise en place, donc le régime général, tous les Français se disent pourquoi pas eux. Voilà. Alors, j'aimerais reprendre la parole après parce que j'ai autre chose à dire. D'accord. Alors, Nadir Djenad, un mot. Moi, je voulais dire que c'est vrai que pour les syndicats, il s'agissait d'un test. Je suis d'accord avec Éric Zemmour. C'est le premier mouvement social de cette ampleur depuis l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence, et il fallait que les syndicats réussissent d'une certaine façon leur coup. Donc, les syndicats aussi ont fait passer un message en disant attention, nous sommes légitimes, on ne peut pas faire de réforme. Nous existons. Il faut tenir compte de nous pour les réformes. Voilà. Ça veut dire que vous êtes un peu d'accord. C'est un problème de forme, c'est pas un problème de remise en cause de fond sur les régimes spéciaux. Non, plutôt. C'est plutôt sur la forme des négociations, sur le cadre donné. Ça se discute. Ça se discute, dit Francis Talouco. Alors discutons-le. Non, mais ça se discute. Je pense qu'il y a une chose dont tout le monde est conscient, les syndicats et les autres, c'est que cette réforme des retraites aura bien lieu. Et que cette fois-ci, c'est peut-être la bonne, et que le gouvernement fera passer simplement ces réformes. Je pense que tout le monde est conscient de la question de savoir, au fond. Je crois que le mouvement actuel est davantage destiné à gérer avec le gouvernement peut-être les modalités de ces réformes-là, davantage qu'à couper le gouvernement dans son élan. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient que cette réforme se fera, parce qu'il y a quand même une nécessité qui a été sans cesse différée par tout le gouvernement, socialiste, de gauche comme de droite, pour aucun gouvernement n'a osé attaquer cette réforme-là. Mais je crois qu'également que cette grève qui a été massivement suivie, c'était une manière aussi de rappeler simplement au chef de l'État qu'il y avait peut-être que la manière était aussi importante que le fond, la forme était aussi importante que le fond. Parce que on a quand même un gouvernement qui répète à l'encan qu'il a été élu pour les réformes et de toute façon, quoi qu'on dise que tous les Français s'étaient ralliés. Bon, il faut quand même rappeler que M. Sarkozy a été élu à 53% des voix et que tous les Français ne sont pas ralliés forcément à son programme. Donc il y a forcément... L'élu de la nation. D'accord, l'élu de la nation. Non, mais je suis d'accord, mais enfin, il faut quand même pas tout confondre non plus. Je pense qu'il n'y a pas une adhésion complète. On comprend
comprends. totale, je veux dire, à tous les détails d'un programme. Donc, forcément, en démocratie, je veux dire que le fait d'avoir été élu pour un programme n'exclut pas la discussion, n'exclut pas les débats, n'exclut pas la contestation. Alors, moi, je voudrais poser une question à Dominique Volton, parce que dans vos raisonnements qui se recoupent, hein, j'entends parler beaucoup du baroud d'honneur des syndicats, du gouvernement qui ne reculera pas, et vous dites tous que la grève a été massivement suivie. Il y a quand même un peuple syndical, si j'ose dire ça, des gens, des fonctionnaires, qui, eux, sont peut-être pas pour un baroud d'honneur, mais ont vraiment envie que le régime spécial continue. Oui. Peut-être en tenir compte de ces gens-là aussi. Alors, ce que d'aucuns appellent parfois les forces vives de la nation. Oui, enfin, ou ce que d'autres appellent le corporatisme. Mais vous savez, c'est compliqué la solidarité dans une société ouverte où tout le monde voit les inégalités. Hein, parce que si vous voulez, on demande... sur la question de la retraite, c'est une question de solidarité qui va s'inscrire. Mais deux, ce qui ressurgit aussi, et c'est pour ça que nos sociétés ouvertes sont vraiment compliquées à gouverner, c'est que on dit vous êtes des corporatistes à défendre vos intérêts, peut-être. Mais on pourrait retorter, mais attendez, du côté des dominants, il y a pas mal de privilèges aussi, il y a pas mal de corporatisme aussi. Reparlons de ADS, reparlons des retraites chapeaux, des stock options. Donc nos sociétés, on ne peut pas d'un seul coup stigmatiser les syndicats ou un certain nombre de régimes spéciaux sans simultanément stigmatiser d'immenses inégalités, d'autant que toujours mon idée, tout le monde voit tout le monde sait tout aujourd'hui grâce aux médias. Donc, d'une certaine manière, on ne peut pas diviser les Français les uns contre les autres. Donc, on est bien obligé de dire, OK, si on demande un effort de ce côté-là, il faudra quand même demander aux possédants d'en faire aussi, d'une part. Et d'autre part, j'en ai pas encore 20 secondes, on peut pas... Mais on se dirait-je pas, le bouclier fiscal a été fait quand même pour les gens les plus aisés. Bien sûr. Donc, par conséquent, ces inégalités-là, accentuées et renforcées dans le début du quinquennat de Sarkozy, ça peuvent renforcer la résistance des gens. Bien sûr, ça reste dans la tête des gens. La politique se joue toujours dans la durée, jamais dans le court terme. Alors, j'ai pas fini. Deuxième chose, on peut pas à la fois dire qu'on a besoin d'un syndicalisme représentatif, etc., parce qu'il est trop faible en France, et quand le syndicat s'engage dans une action comme ça, il est contesté. Donc là aussi, il y a un double langage. Donc si vous voulez, si on veut une démocratie avec des partenaires sociaux qui négocient, faut admettre. Et troisième chose que vous avez dit, mais qui est juste, c'est que la légitimité démocratique, elle est incontestable, elle dure 5 ans, c'est pas très long. Et de toute façon, faut négocier. Et si on veut négocier, on peut pas dire je le ferai de toute façon. C'est pas très long, ça dépend pour qui. Hein. Non, mais c'est pas Il y en très a qui long. vont peut-être trouver le temps long. Non, mais c'est pas très long, 5 ans de toute façon. Donc c'est très très court. Et donc c'est vrai que même si on est élu sur un programme avec une élection à une majorité, les autres qui n'ont pas voté pour vous obligent à ce qu'on les respecte aussi. De toute façon, il faut négocier. Donc on est coincé. Ouais. La marge de manœuvre de nos sociétés est limitée, mais on ne peut le faire, à mon avis, c'est comme pour la Nouvelle-Calédonie, que si on respecte les uns les autres, Voilà. on fait des... Attendez, moi j'ai une dernière question à poser à Éric Zemmour. Derrière la suppression des avantages des régimes spéciaux, certaines confédérations syndicales ont dit c'est l'allongement général du temps de cotisation qui est en vue. C'est-à-dire, on est à 40 ans aujourd'hui, à 40 unités et demie, on va passer à 41 ou 42. Il faut d'abord régler les régimes spéciaux. Donc finalement, est-ce qu'on peut pas dire, quand j'entends parler de corporatisme, que finalement les retraites, les gens qui ont fait la grève pour les retraites, les régimes spéciaux, sont l'avant-garde qui protège ceux qui veulent pas faire 41 ou 42 ans. On peut le dire ça, mais de toute façon, des syndicats, hein. Bien sûr, mais ils ont pas tort. De toute façon, on ira à 41 et 42 ans. C'est inéluctable. Parce que l'allongement de la vie... Attendez, moi, il y a une chose que je comprends pas. On ira à 41, 42. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas de travail. Comment on fait pour leur donner du travail? Vous savez, il y a des têtes. Non, ça n'a rien à voir. Attendez. C'est un long débat qu'on n'aura pas entièrement aujourd'hui, mais on laisse Éric Zemmour dire un mot. J'en ai pour 2 minutes, vraiment. On ira à 42 ans. C'est inéluctable. Je l'ai dit pourquoi. La contradiction, elle n'est pas sur ce que vous dites, pardonnez-moi. C'est que la contradiction, d'après moi, c'est que les patrons continuent à virer les gens au-delà de 50 ans. Président, vous parce que, et ça, quelles que soient les déclarations de Fillon, etc. Là-dessus. Pour aller dans votre sens, on a même dit que dans le privé, contrairement à ce qui est officiel, la moyenne de retraite, c'est à 56 ans. Évidemment, pourquoi? Alors là, moi j'ai... Entre les pré-retraites, une les départs explication. anticipés. Évidemment, parce que, entre guillemets, il coûte trop cher. C'est pour ça que votre argument, d'après moi, est faux. Parce que les jeunes sont payés au lance-pierre. Donc on les embauchera au lance-pierre. Mais parce que, dans ce nouveau monde de la mondialisation, où la pression des salaires est à la baisse par le fait qu'il n'y a plus de frontières et que les salaires bas au loin font pression sur les salaires d'ici. En attendant que ça remonte ailleurs aussi. Ouais, dans 100 ans. Non, pas dans 100 ans. Attendez, j'ai pas 10 ans. Attendez, on va, c'est un débat intéressant. En attendant, les salaires Ouais. des gens de 50 ans, qui sont les salaires des gens, sont trop les lourds. salaires à l'ancienne, si j'ose dire, sont trop lourds. sont trop lourds. Voilà. Donc Bon. on va les On s'est virer, bien compris. on va prendre des petits. C'est le modèle anglais. On va prendre c'est-à-dire des salariés lancières, pauvres, des salariés on pauvres, désindustrialise. Tous pour les emplois de... Vous fournissez le pistolet pour qu'on se suicide tout de suite après, Éric Je Zemmour veux juste Dominique corriger, Volton. juste compléter, pas corriger, mais compléter. Pour une part, dans la première période de la mondialisation, celle qu'on voit en gros depuis 1990, disons,
c'est vrai qu'il y a une pression des pays pauvres à bas salaire contre les pays riches. Mais naturellement, grâce encore une fois au fait que tout le monde sait tout le monde voit tout, et aux luttes sociales qui vont progressivement s'organiser partout dans le monde, il va y avoir à juste titre des revendications pour remonter les salaires ailleurs. Et donc on va sortir de la situation typiquement début du capitalisme en Europe, où là effectivement il y a un différentiel. Mais c'est à souhaiter que le plus tôt possible... Le plus tôt sera le mieux. Oui. Voilà, le plus tôt pour sera le mieux l'ensemble de la pour tout le monde. civilisation. Voilà. Bon. Alors, un mot, parce que Éric ça va Zemmour. faire rire Volton. Oui. Avec une planète à 6 milliards, Ouais. je pense qu'on va mettre 100 ans à égaliser les salaires. Bon, on en reparle dans 100 oui, ans. évidemment, on en reparle dans il y a 100 ans, une telle Éric Zemmour. réserve, Je évidemment. pense qu'au travers de la grève du 17 octobre, on a dérivé, mais c'est pas Mais non, mais c'est inintéressant. pas, j'ai fait exprès, Ouais. j'ai fait exprès, mais Bon, je il pense nous explique. Le débat sur 100 ans. le malthusianisme et l'antimalthusianisme, c'est un débat Bon. qui dure depuis le 18e siècle. absolument, mais Oui. Il y a Mais ceux vous qui savez- pensent que l'homme est une richesse, Et ce ceux que je qui pense, pensent que et d'autres qui et pensent c'est que l'homme est un malheur, absolument. c'est lui. Je suis C'est un coup. d'accord. Bon, Deux philosophies écoutez, politiques Je suis qui s'opposent. d'accord. Je suis on, d'accord. on reviendra sur ce sujet. Oui. On va en rester On en reviendra. modestement pour nos Mais c'est 52 le vrai minutes à sujet. l'actualité de la semaine. Et on va continuer par un sujet qui va vous paraître plus futile, mais qui finalement est toujours très politique. Bon, on l'a appris par un communiqué laconique de 15 mots, je crois, à l'Élysée, le jour même d'ailleurs de la grève sur régimes spéciaux. C'est officiel, consentement mutuel, Nicolas Sarkozy et Cécilia Sarkozy divorcent. Alors, j'ai pas dit futile, j'ai dit moins sérieux. Si j'ai dit futile, je le retire. L'importance donnée à ce fait, je voulais qu'on en parle. Est-ce que c'est significatif soit de la dérive des médias qui lui accordent autant d'importance, soit un effet boomerang d'un candidat président puis d'un président qui a souvent exposé sa famille? Alors, Nadir Djellad. Tout d'abord, je voudrais rappeler qu'en France, on estime qu'il y a un mariage sur 3, donc qui aboutit à un divorce. Et 1 sur 2 à Paris. Sur Et un 2 sur deux à Paris. à Paris. Alors, à donc l'Élysée, tout le en monde plus. est touché. Ouais. Donc tout le monde est touché et donc un couple présidentiel également. Même si la vie privée de Nicolas Sarkozy donc reste donc sa vie privée, même s'il a mis sur le devant de la scène médiatique sa famille à de nombreuses reprises, on l'a vu. Je pense, moi, à titre personnel, que je trouve ça sain, donc que nous, citoyens français, soyons au courant du divorce donc de Nicolas Ça aurait été difficile de pas l'être. Sarkozy. Je trouve même que là, c'est peut-être une rupture. Au temps de Napoléon, et on a été au courant aussi du divorce de Napoléon. Hein. Choisissez vos mots. Alors, Francis Manipo voudrait dire un mot. Francis, un mot. On essaie d'être plus rapide parce Non, mais juste un mot. il nous reste peu de temps. Comme je disais, c'est quand même pas un sujet aussi léger que ça. D'abord, sur le plan humain, je pense que nous devons tous faire quand même acte de compassion, je dirais, parce que c'est toujours des circonstances douloureuses dans la vie d'un homme, d'une femme, d'un couple. Bon, au-delà de cela, nous avons quand même affaire à un couple présidentiel, donc il est normal, je pense que ça puisse prendre toute cette ampleur-là. Vous n'avez pas l'impression que la presse se parimachise? Non, mais vous savez, si j'ose dire ça comme ça. Non, mais attends, je vous rappelle quand même qu'il y a quelques années, les frasques conjugales de Bill Clinton aux États-Unis avaient quand même tenu en haleine l'opinion internationale pendant des semaines. Non, c'était aux États-Unis, c'est pas en France. Non, mais C'est quelque chose de nouveau, apparemment. Non, je veux dire que à partir du moment où on a affaire à quelqu'un qui est au sommet de l'État, il est normal que le peuple s'intéresse quand même, je veux dire, à sa vie, y compris sa vie privée, parce que il y a quand même une répercussion, peut-être pas, il n'y a pas de répercussion, comment dire, politique en tant que telle, mais on ne peut pas isoler la chose politique de la chose privée dès lors qu'on est ça, tout le monde peut à la comprendre. tête de l'État. Parce que c'est intéressant pour les Français de savoir s'ils ont un président célibataire ou un président divorcé ou marié. Et pour finir, je dirais simplement que Nadir disait qu'aujourd'hui en France, effectivement, il y avait 2 mariages sur 3 qui se terminaient par un divorce. Il vaut mieux peut-être un bon divorce qu'une hypocrisie de mauvaise aloi. Oui, Alors, là, Dominique on parle dans Volton, une très leçon vite, philosophique, Éric Zemmour, mais très vite, hein. Plusieurs choses. Très vite. Plusieurs choses. Ce qu'on appelle. Je rappelle premièrement, qu'il y a eu l'affaire Ségolène Royal, François Mais, Hollande, ah, juste c'est, j'allais avant, dire. hein. Alors, rappelez que l'hypermédiatisation du couple Sarkozy est un peu Cécilia bon. et Nicolas. C'est aussi pour des raisons, non pas d'information, mais de rentabilité économique, parce que pour l'instant, ça marche très fort, et vous n'avez qu'à voir comment il y a saturation depuis 2 ans des couvertures des hebdomadaires là-dessus. Donc, faut le rappeler. C'est pas de l'information. Vous pensez qu'il y a parimachisation Bien sûr, de la presse, bien je veux sûr. dire. Premièrement. Pipolisation. Et la pipolisation de la presse n'est pas forcément bon. Ça, c'est le premier risque. Derrière ça, il y a quoi? Il y a, oui, la démocratie, c'est pas la suppression de la vie privée et de la vie publique, c'est au contraire le maintien de la séparation de vie privée et vie publique. Pour une part, c'est mieux de s'apercevoir que nos dirigeants sont des hommes et des femmes comme nous, qui aiment et qui meurent, mais pour une autre part, on ne peut pas à ce point-là supprimer faire une transparence entre vie privée et vie publique, parce qu'au bout d'un moment, il y aura un effet boomerang. Par exemple, le fait que le président Sarkozy ait mis tant que ça en avant, il peut y avoir 2 hypothèses maintenant. Soit on dira, bon, finalement, c'est courageux de continuer à rendre public tout ça,
avec l'admiration pour elle ou pour lui, peu importe, soit dit, écoutez, on nous a un peu banané sur un certain nombre de choses et on voudrait bien un peu plus de distance. Il a, comme tout le monde, ses problèmes personnels, mais on ne confond pas l'acteur politique avec Et le l'homme. couple. Bipolarisation, oui, mais on va ça, garder ce alors, plein divorce. Ça, c'est un vrai problème. Je voudrais qu'on aille assez vite encore. Je suis d'accord, mais là-dessus, ça rejoint la stratégie de communication politique à Sarkozy et on verra combien de temps ça va durer. Je ne sais pas jusqu'où un président de la République, quel qu'il soit, peut faire une continuité complète entre vie privée, vie publique, action, communication. L'avenir le dira Je pense peut-être. qu'on a Nadir besoin Djenad et enfin de Éric garder Zemmour. des Juste une chose, distances. en fait. Nadir Djenad et ensuite Éric Zemmour. Allez vite. Juste une chose, parce que j'ai pas terminé tout à l'heure mon raisonnement quand je parlais de rupture. En fait, aujourd'hui, il y a transparence, parce qu'on a vu dans le passé que les couples présidentiels souviens de unis ou Mitterrand, séparés maintenaient les apparences. Là, je dis, Alors attendez, on va. Je Bon. ne suis pas d'accord. Alors, Éric Zemmour n'est pas d'accord, mais c'est lui qui aura la parole le dernier Ah, pour une merci, fois, quand parce même. parce qu'on j'ai est obligé de attendu ça, finir. je- Non, pas du tout. C'est parce qu'on est obligé de finir. C'est Mais alors, je vais très, C'est l'élégance des princes, monsieur. alors, Allez. je vais très vite. très vite. Très vite. Jadis, les gens ne divorçaient pas, donc les politiques ne divorçaient pas. Aujourd'hui, les gens divorcent, donc les politiques divorcent. C'est aussi simple que ça. Non, mais attendez, j'ai... Bon, alors, Ce que je... allez vite, On va le vite, vite, laisser. Éric. Ah oui, non, mais on me laisse pas, on me coupe. Si, si, on vous coupe. Mon Dieu. Éric, alors. Deuxièmement, moi, ce qui me frappe, c'est... Alors, je suis tout à fait d'accord avec la pipolisation de la presse, mais je pense, moi, c'est ce que j'ai appelé... c'est ce qui- Accord ou désaccord? Non, je suis d'accord. Évidemment, il y a une pipolisation de la Il presse. est d'accord avec le constat. Avec le constat. Ah, Ah oui, oui, pardon, je l'approuve pas. Ah, ça y est, Je tout le monde a l'approuve compris. pas. Vous êtes d'accord avec le constat que l'on fait ici. Évidemment, mais parce pas avec que... le processus. Exactement. Évidemment, parce que pour moi, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon dernier livre. C'est-à-dire, pour moi, c'est la preuve que l'intime et le sentiment, les questions d'intime, ce que j'ai appelé la féminisation de la Remplace- société, Place, domine... programme et idée. Exactement, domine cette féminisation de la société, société. bien sûr, domine, c'est l'intime, l'amour, le sentiment, L'affectif. l'affectif domine cette société. Vous appelez ça féminisation de la société. J'appelle ça la féminisation de la société, c'est la grande affaire. Et justement, Ce qui est dans votre bouche est absolument péjoratif. mais non, pas du tout, c'est un fait. Ça aussi, je suis factuel, comme Volton maintenant. Bon, Je fais alors comme- il est factuel comme Volton. et- Les deux factuels à table et- ce soir. et- Thierry, qu'est-ce que tu nous fais à manger? Et ce qui est intéressant dans le personnage de Cécilia, c'est qu'elle est exactement... Allez, on termine. Vous l'appelez Eric. Cécilia, vous. Eh oui. Oui, comme tout le Dans le monde. personnage de Cécilia, c'est que justement, c'est l'incarnation de ça. C'est-à-dire, c'est Lady Di. Hein. C'est... Attention aux effets boomerang. Ouais. Non, mais- Attention, non, on mais- on va en finir là, Eric, si vous êtes d'accord. Je ne fais pas la rubrique ce que j'ai aimé, ce que j'ai détesté, parce qu'on n'a plus de temps, sauf pour moi, parce que je voudrais faire mes félicitations à quelqu'un. C'est une femme martiniquaise qui s'appelle Manuela Ramin Osmundsen. Elle est depuis hier ministre de l'Enfance et de la Parité. Non, vous n'avez pas rêvé, c'est pas en France, c'est en Norvège. Bonjour, bonsoir, à la semaine prochaine.